L'Union européenne compte bannir la vente de véhicules neufs thermiques et hybrides en 2035 et pourtant la part des ventes de véhicules électriques est en baisse en Europe par rapport à l'année dernière. Alors est-ce que cela veut dire que nous allons dans le mauvais sens? Faut-il seulement passer à la voiture électrique pour des raisons écologiques? Que peut-on faire différemment, mieux en termes de mobilité? On va parler de tout ça avec notre journaliste spécialiste de ces questions, Damien Dole. Et ma première question pour toi, Damien, elle est très simple. Est-ce que c'est vraiment plus écolo de rouler en électrique plutôt qu'en thermique? Oui, 100% oui. Alors évidemment que la voiture électrique, il y a aucun objet, aucun véhicule évidemment qui n'émet aucune source de CO2, aucune pollution. Mais sur tout le cycle de vie, la voiture électrique, y compris même des fois des voitures électriques avec des grosses batteries, ce qu'on doit plus éviter quand même, les batteries du type 100 kWh, c'est-à-dire que c'est les gros tanks que vous voyez circuler par exemple voilà de Mercedes et tout ça. Même celles-ci en fait sur tout le cycle de vie, elles sont plus écolo. Alors, il y a une phrase du GIEC que je la connais quasiment par cœur, mais quand même, je vais pour être sûr, parce que c'est quand même le GIEC, donc faut pas que je dise n'importe quoi. Dans leur 6e rapport, donc le GIEC, c'est ce groupement de scientifiques qui émet des rapports sur toutes les questions environnementales, pour le dire très vulgairement, voilà. Et ils se posent aussi la question de l'adaptation au changement climatique, des solutions et tout ça. Et eux, la phrase qu'ils disent, elle est très claire dans leur 6e rapport paru en 2022, donc en plus c'est assez récent hein, comme discussion. Les véhicules électriques alimentés par de l'électricité à faibles émissions, c'est-à-dire comme en France, puisqu'on a une des énergies les plus décarbonées d'Europe, offre le plus gros potentiel de décarbonation pour les transports terrestres. C'est-à-dire qu'en fait, oui, une voiture électrique, il faut le dire, quand on produit une voiture électrique, elle émet plus de CO2 et en grande partie en raison de sa batterie. Mais sur tout le cycle de vie, vu qu'une fois que la voiture est sur les routes, en fait, elle va consommer de l'électricité qui est décarbonée. Quand la voiture thermique, elle, qui a coûté moins, on va dire, qui a une empreinte carbone au kilomètre zéro beaucoup moins élevée, elle va consommer de l'essence ou du diesel. Et même si y a eu des améliorations, évidemment, qui ont été faites sur ces technologies-là, eh bien, sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire pour une petite citadine à partir de 15 000 km, au 15 000 unième kilomètre selon l'ADEME, on a déjà remboursé notre dette écologique quand on a une voiture électrique, une petite citadine électrique. Et à partir de ce kilomètre suivant, déjà on commence à faire gagner un petit peu du CO2 à la planète. Pour une berline, c'est autour de 70 000 km, ce point de voilà, et autour de 110 115 000 pour les gros machins électriques. Ouais. Mais on espère que nos voitures vraiment durent plus de 110 115 000 km, sinon il faut changer de constructeur. Mais c'est vrai que l'argument du coût environnemental de production des voitures électriques est un argument tenace qu'on entend souvent de la part des détracteurs de la voiture électrique. Pour deux raisons. Je pense que déjà une partie du lobby automobile, même si quand même ça évolue, puisque là on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais par exemple sur le mondial de l'auto, j'ai pas fait de statistiques précises, mais pour y avoir circulé quasiment toute la journée de lundi, j'ai vu beaucoup plus de véhicules électriques que de véhicules thermiques ou hybrides en démonstration. Donc même le lobby de l'automobile commence à comprendre de toute façon qu'on va devoir y aller. Donc déjà il y a cette action-là qui a été faite pendant des années, aussi parce que les constructeurs européens étaient en retard, pas tous, on en parlera après, mais Ouais. beaucoup étaient en retard. Aussi parce que évidemment c'est un changement de technologie, ça fait peur, et puis il faut dire ce qui est à l'heure actuelle, et ça aussi on en reviendra. C'est difficile d'un point de vue économique de passer à l'électrique. Donc, l'idée, c'est pas de dire aux gens qui ont une voiture thermique, mais mon Dieu, mais vous êtes horrible, vous êtes en train de polluer, etc. Non, en fait, il y a eu des décisions qui ont été prises pendant des années, de faire passer les gens sur un modèle du tout voiture, l'aménagement du territoire sur le tout voiture, de faire reculer le train, de faire reculer les tramways. Voilà. Et donc, on va pas dire aux gens maintenant, si vous êtes dans une voiture électrique, une voiture thermique, ayez honte de ce que vous faites. Non, c'est que on doit aller vers ça, et ce ne sera pas uniquement à la population, en fait, d'assumer, toute seule, avec, notamment pour les classes populaires, ce barrage. Mais oui, c'est tenace. Encore une fois, le GIEC, on parle pas de personnes qui sont, d'ONG, qui d'ailleurs parfois disent des choses tout à fait justes, comme des fois les lobbies peuvent dire des choses totalement justes. Faut pas du tout être caricatural sur ça. Mais là, on parle de scientifiques qui analysent en fait des dizaines de milliers d'études scientifiques sur tous les sujets et qui après arrivent à un consensus sur l'état scientifique des choses. Voilà. Ça a été acté. Maintenant, il faut voir comment on peut se diriger vers un 100% électrique à terme. On parle là des véhicules électriques. Est-ce que les véhicules hybrides, eux, peuvent aussi être une bonne chose, aller dans le bon sens d'un point de vue environnemental? Alors non, pour deux raisons. Alors,
Sur le thermique, il y a beaucoup de choses. Sur l'hybride, il y a beaucoup de choses. C'est que, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a deux types d'hybrides. Il y a les hybrides non rechargeables, ce qu'on appelle les HEV, et les hybrides rechargeables, qui sont les PHEV. Les HEV, donc, alors, il y a même pas, il y a très très peu de situations où on pourrait dire qu'elles ont un avantage. Je vais même aller clairement le dire, il n'y en a quasiment aucun avantage que sur ces HEV, donc c'est les hybrides non rechargeables. C'est-à-dire c'est les hybrides qui, quand on roule, en fait, il y a un petit peu d'électricité qui revient. Quand on roule, on va pas rentrer dans le détail de ça. Ça, c'est la plus grosse part des hybrides vendus. Les PHEV qui représentent à peu près 7% des véhicules vendus en Europe là, depuis le début d'année. 7 ou 8%, j'ai pas les chiffres exacts, donc désolé si je suis pas ça. En tout cas, c'est moins de 10%. C'est même 2 fois moins que les 100% électriques. Celle-là, en fait, on pourrait se poser la question, puisque là, on parle d'une petite batterie, donc une batterie qui a une empreinte écologique moins élevée qu'une voiture 100% électrique, évidemment. Donc, l'empreinte carbone au kilomètre zéro est moins forte. Et on peut se dire, pour ceux, par exemple, qui sont en ville, ils roulent sur leur batterie, ils vont chez eux le soir, ils rechargent, et puis le lendemain, ils reroulent sur l'électrique. Donc finalement, quelle est la différence avec quelqu'un qui serait au 100% électrique et qui se déplacerait en voiture? Voilà pour ça. Sauf que dans les faits, ça se passe pas comme ça. Déjà d'une, pour les citadines, une 100% électrique, même si l'hybride sera surtout utilisé sur sa batterie, etc., la 100% électrique reste plus écologique, parce que des fois, on fait quand même des trajets sur voie rapide, et donc la batterie ne suffit pas, etc. Mais surtout, dans les conditions réelles d'utilisation, parlez autour de vous avec des gens qui ont des hybrides rechargeables. On en a eu notamment à Libération. Je ne sais pas combien de fois elle a été rechargée. Moi, je dis toujours au service compta qu'il faut changer cet hybride et qu'il faut repasser limite sur une essence basique, etc. Voilà, là-dessus, si on n'a pas de moyen de recharger pour aller en reportage rapidement, c'est beaucoup plus fluide, parce que l'hybride, en gros, c'est une thermique avec une batterie. Donc, si on l'utilise pas, c'est juste une thermique qui est plus lourde en réalité, si on n'utilise pas la batterie. Donc, techniquement, si c'est plus lourd, oui, ça consomme plus de... C'est la personne qui va... évidemment, c'est très, très aisé à comprendre. Une hybride, elle ne se recharge pas au même endroit qu'une voiture électrique? Si elle se recharge au même endroit, c'est-à-dire qu'on peut très bien la recharger chez soi dans son garage avec une prise normale, même si c'est pas comme on passerait l'aspirateur, même si c'est pas recommandé, il faut plutôt utiliser une prise renforcée qu'on peut acheter dans plusieurs enseignes, que je peux pas citer, on a le droit de citer, on s'en fout en fait. Oui, on peut. Le Roi Merlin, etc., Action, vous achetez une prise renforcée, et puis vous branchez ça comme sur une prise, donc c'est une 3 kg, voilà, ça recharge la nuit suffisamment si vous n'avez pas prévu de faire un long trajet le lendemain. De toute façon, si vous êtes en hybride, vous s'en fichez du long trajet, parce que dès que vous arriverez sur l'autoroute, c'est terminé pour la batterie. Ou alors, soit aussi sur une borne de recharge. Les bornes de recharge rapides, ça sert à rien en hybride, parce que déjà beaucoup n'ont pas la puissance de recharge nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout, donc ça va juste vous coûter plus cher pour rien. Mais oui, ça se recharge à peu près au même endroit. Mais voilà. Mais pour conclure sur ça, même en fait il y a une étude de la Commission européenne qui a fait ça pour dire, on disait les constructeurs, on disait voilà, nos hybrides ont telle empreinte carbone. Voilà, consomment tant de CO2, je sais plus l'unité exacte, mais peu importe, c'est pas ça l'intérêt. Et l'Union européenne a dit, mais attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt regarder toutes les données en fait de centaines de milliers de vos véhicules, vous allez nous envoyer, et puis on va commencer à regarder un petit peu combien ça consomme réellement. Et en fait, l'Union européenne, dans son enquête qui est parue là au printemps 2024, en réalité, ils se sont rendus compte que c'était 3 à 4 fois supérieur à ce que nous disaient les constructeurs. Donc, il va y avoir toute une série de révisions des normes et tout ça. Et voilà, ça plaît pas aux constructeurs, mais voilà, maintenant, en conditions réelles, et non pas théoriques, non pas de laboratoire, oui, une hybride rechargeable est plus polluante sur tout son cycle de vie qu'une voiture électrique. Ce que tu expliques aussi, Damien, dans ce Libé de lundi, donc dans le cadre du salon de l'automobile, avec, donc tu le disais, beaucoup de voitures électriques présentées, mais tu expliques aussi dans ces articles que la part des ventes de voitures électriques est en baisse par rapport à l'année dernière sur cette même période. Est-ce que ça, c'est quand même un mauvais signe pour les voitures électriques, quoi? Pour tout ce qui est industrie, pour tout ce qui est éléments de consommation, etc., et encore plus quand c'est des choses qui commencent à coûter un certain prix, c'est-à-dire je sors l'alimentaire, ces choses-là, il y a toujours des cycles. Il est vrai que l'année 2024, on pouvait estimer, au vu des trajectoires, qu'on aurait pu être sur une année charnière, qu'on aurait pu être sur une bascule de on part sur en décembre de mémoire en France, on avait atteint les 20% de part de marché pour l'électrique. Encore une fois, désolé parce que j'ai pas les chiffres, mais on était aux alentours de ça. Sur l'an dernier,
était autour de 13 ou 14%. Voilà, donc on pouvait s'attendre. C'est que même sur l'an dernier, il y avait eu des accélérations. Alors, souvent en fin d'année, il y a plus de voitures électriques vendues parce qu'il y a certaines aides. Il y a certaines aides, notamment le bonus écologique qui change d'année sur l'autre. Donc, il y a des personnes qui auraient pu acheter leur véhicule en février, qui l'achètent en décembre pour avoir l'aide. C'est bien naturel d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour ça que des fois le chiffre de décembre, il est un petit peu toujours à relativiser. C'est pas qu'en France d'ailleurs. Mais on pouvait s'attendre à une année 2024 où, à minima, on poursuivait cette progression. En Europe, en effet, on est passé de 13,9 à 12,4 ou 12,6. Donc c'est une baisse en part. Alors on est sur un marché qui progresse légèrement en Europe sur tous les véhicules. Mais en réalité, cette baisse, elle est en grande partie, il faudrait calculer d'ailleurs, j'aurais pu le faire, en grande partie due à la chute drastique des véhicules électriques en Allemagne. Et là, pour le coup, la chute, c'est pas juste là, c'est une petite baisse des parts. En Allemagne, c'est une vraie chute. Évidemment, voilà, on peut tourner le truc tant qu'on veut. C'est pas genre des personnes qui se seraient dit ah non mon Dieu, je ne veux plus passer à l'électrique, je veux rester au thermique. Finalement, j'ai réfléchi, mais c'est l'arrêt tout simplement des aides à l'achat dans leur politique budgétaire avec qui ont mis un peu d'austérité dans le pays. Et l'équivalent du bonus écologique que nous avons en France a été coupé. Et donc voilà, ça a créé clairement une rupture. De mémoire, c'était 7 000 €. Encore une fois, je suis désolé sur les chiffres, j'aurais dû réviser, je suis vraiment désolé. Voilà, mais quand tu parles de la barrière du prix, c'est vrai que c'est un argument aussi qui revient souvent de la part de détracteurs de la voiture électrique, mais même pas seulement. Là, par exemple, dans le chat Twitch Guild TV qui dit je suis pauvre, j'ai même pas de quoi acheter un vélo, donc pour la voiture électrique, on va encore attendre un petit peu. Mais c'est vrai que cet argument du prix trop élevé de la voiture électrique, ça revient souvent. Est-ce que ça reste encore aujourd'hui la principale barrière au développement de la voiture électrique? Alors oui, bon, Twitch Guild, tu peux en avoir à 20 ou 30 balles, hein, des vélos, des vélos sur le bon coin. Mais bon, ça, à la rigueur, si tu habites dans un endroit où il y a du dénivelé, bon, c'est sûr que c'est pas les vélos qui te permettront d'aller au travail tous les jours. En revanche, c'est vrai, le principal frein à la transition des voitures, la transition nécessaire des voitures thermiques vers l'électrique, c'est le prix. Il y a d'autres raisons sur le fait de pouvoir se brancher chez soi ou non. Donc, si on est dans un pavillon, si on est en copro, il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur les habitants en copro. Maintenant, sur les longs trajets, si on a le véhicule nécessaire, donc c'est-à-dire si on a une batterie, en gros, je schématise encore une fois, de plus de 50 kWh, voilà, les longs trajets maintenant ne posent plus aucun souci en réalité. On peut faire, j'avais fait pour Libération 1800 km l'an dernier. Voilà, j'ai pu faire moi aussi plus de 5000 km cet été en voiture électrique. En réalité, ça ne pose plus aucun problème. Alors oui, celui qui veut bombarder et qui veut faire un Paris-Nice avec juste un arrêt rapide à la pompe à essence et juste vite fait 5-6 minutes. Alors oui, lui, par exemple, il va être voilà. Mais si tu m'écoutes et que tu fais ça, il faut arrêter parce que déjà, le ministère de la Santé va être très triste. Tous ceux qui s'occupent de la sécurité routière vont essayer de repérer qui tu es pour pouvoir t'arrêter dans ton prochain trajet. Et évidemment, c'est à proscrire. Oui, ça prend plus de temps avec les recharges, mais encore une fois, les recharges que l'on fait, c'est pas 1 heure de parce qu'il y a encore on voit dans certains reportages qui auraient pu être faits d'ailleurs chez mes confrères de la télévision encore cet été sur TF1 parce qu'ils ont été attrapés par le callback à la fois par les spécialistes des voitures électriques mais aussi par Check News d'ailleurs qui a montré sur 2 reportages que franchement ils avaient abusé. Voilà, c'est pas des arrêts d'1 heure, c'est des arrêts de 15, 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes si on a une très grosse batterie et du coup qui va permettre de faire 450, 500 km, voire un peu plus. Bon, maintenant c'est très rare pour l'instant d'une traite, mais encore une fois, les longs trajets, normalement on nous conseille 2 heures pour s'arrêter. Aujourd'hui, avec une voiture avec une batterie de 60 kWh, on peut faire 2h30 sur l'autoroute à 130 et on s'arrête pas. Mais comment t'expliques que justement il y a encore autant de rumeurs qui visent un petit peu aussi à discréditer la voiture électrique? On a l'impression que c'est encore très tenace, quoi. Comment est-ce que t'expliques cette défiance qui résiste encore beaucoup et qui parfois est véhiculée par des fausses informations ou en tout cas des réalités bien biaisées, quoi? Bah,
comment dire, c'est toujours difficile. C'est sûr, c'est un changement de technologie qui est quand même assez, comment dire, qui est très important parce que, Mm. je veux dire, pendant les 30 glorieuses en France, mais dans le monde entier, en fait, aux États-Unis, c'était un peu plus, c'était même encore un peu plus tôt. On peut voir ça avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça fait maintenant du coup 70 ans, 60, voire 80, 90 ans pour les États-Unis, où en fait on est habitué à la voiture thermique. On est habitué à toute une série de repères. Enfin, il y a une manière de faire les voyages, une Mm. manière de penser la ville, une manière de penser en fait enfin, l'énergie qu'on va utiliser pour se déplacer. Pendant des siècles et des siècles, le principal mode de déplacement était la marche. Puis il y a eu le cheval. Puis le cheval, c'est pareil, c'était pas pour tout le monde. Il y avait personne en ville, par exemple, n'avait pas de chevaux, mis à part les personnes des classes aisées. Et après, il y a eu l'essor du train qui est arrivé. Pareil, au tout début, le train n'était pas réservé aux classes populaires, il était réservé aux classes aisées. Puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça a commencé à, voilà, notamment pour le monde ouvrier, pour déplacer des populations vers les usines, notamment en région parisienne. Mais après, on a un réseau de trains qui a été parmi les plus denses au monde dans les années 30. Et puis la voiture est arrivée. Et la voiture elle est arrivée et pour le coup il y a eu les lobbies qui ont expliqué voilà qu'il fallait acheter des voitures. C'est des voitures aujourd'hui. Je vois par exemple sur la R5, c'est très drôle, c'est que évidemment que moi la R5 là il y avait une vieille R5 et une nouvelle R5. La nouvelle R5 je la trouve plutôt très jolie. Mais évidemment que l'ancienne R5 est beaucoup plus jolie en fait parce que ses formes sont plus fines, parce qu'il y a aussi une part de nostalgie, etc. Mais monter là-dedans. Aller sur l'autoroute aujourd'hui, aller là-dedans, etc. Déjà, vous allez devoir ouvrir les fenêtres, donc voilà, parce qu'il y a pas de clim. Donc, s'il y a de la clim, en fait, le véhicule est un peu plus lourd. Et puis, il n'y a pas de sécurité, donc il faut évidemment, c'est aussi pour ça aussi que elles ont un petit peu gonflé ces voitures, etc. Et donc voilà, on a avancé sur tout ça, mais on nous a dit en fait voilà qu'il fallait aller sur des véhicules très bon marché, très grand public, la 4L, la R5, etc. Et puis là maintenant, on arrive et on a tout ce mode de vie, en fait, ce mode de consommation, mais ce mode de vie, finalement, la voiture, pour beaucoup, c'est un mode de vie, c'est un plaisir de la conduite pour beaucoup de gens. Il faut pas nier ça, c'est pas juste un truc utilitaire. Et en fait, comment dire, là, on nous arrive, et voilà, il y a l'urgence écologique qui est là, qui est l'urgence climatique, l'urgence écologique. Et on nous explique, les scientifiques nous expliquent qu'il faut il faut décarboner nos sociétés. C'est pas que sur la voiture. L'industrie, c'est celle qui va devoir le plus se décarboner, les transports maritimes, les transports aériens, etc. Et il y a aussi la question, on y viendra peut-être, mais de la réduction aussi de ces moyens de transport, de la réduction de la place de la voiture en ville, voilà, des déplacements en avion, etc., etc. Bref, ça, c'est un autre sujet. On arrive, on nous dit ça, et alors que nous, on a tous été mentalisés. Peut-être que les personnes qui ont aujourd'hui 5 ou 10 ans, en fait, ces questions, déjà, il ne faut pas passer à l'électrique. Eux, je pense qu'ils ne seront pas du tout dans ça. Eux, ils s'en fichent. C'est dans 10 ans qu'ils auront une voiture, plus pour certains. Voilà. Et donc, évidemment, que je pense qu'il y a certaines fake news qui sont c'est plus poreux, en fait. Il y a certaines fake news qui sont plus poreuses dans ce climat-là, dans cette culture-là. Ouais. Après, c'est sûr que quand je vois ce type de clichés ou de fake news, très clairement, qui sont véhiculés dans des médias grand public, notamment la télévision, mais pas que, là c'est un peu plus embêtant. Ouais. Voilà. Mais bon, honnêtement, ça va arriver, ça avance. On va pas non plus dresser un tableau noir. Le nombre de véhicules électriques en France, en valeur absolue, progresse. Sa part progresse. Donc voilà. Il y a une remarque dans le chat de Cassé Pompon sur le prix, justement. Il dit même si l'achat du véhicule représente un investissement, s'il est bien choisi, il n'y a pas de débat. Économiquement, l'électrique est plus rentable. Oui, c'est totalement juste parce que, en gros, alors, les prix de l'électricité fluctuent un petit peu, mais pour un foyer qui a 2 voitures, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en France, parce qu'ils habitent dans une zone où je crois que c'est 40% des Français qui sont en précarité des mobilités, c'est-à-dire en gros qui n'ont pas le choix, qui doivent utiliser leur voiture. C'est que c'est pas, ça les saoule de prendre le RER, ça les saoule de prendre le bus ou ils sont fatigués de pas prendre le vélo. C'est qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir le faire. Donc ces personnes-là, elles ont, si les 2 personnes travaillent, ou même si seule des 2 personnes travaille, mais il y a des enfants à déposer à l'école, il y a des courses à faire, etc. Donc ils ont 2 voitures. Pour toutes les personnes qui ont 2 voitures, s'il y a une voiture qui est plutôt... on n'a pas 2 voitures dans un foyer, sauf si on a 12 enfants, pour partir en vacances. Donc on a plutôt une voiture qui va permettre de faire les longs trajets et une petite bagnole qui va permettre de faire les courts trajets. Cette petite voiture,
si le prix à l'achat était accessible, il commence à l'être pour certains véhicules, et on peut parler par exemple de la Twingo électrique qui va arriver, qui sera sûrement à 20 000 euros, sans parler des aides, autre sujet dont on va parler après. Ouais. Voilà, là-dessus, comme le dit, qui a dit ça? Casser pompons. Voilà, casser pompons. Tu as raison, casser pompons. Il a totalement raison. En gros, une recharge, si vous voulez, ça va être entre 2 et 4 euros pour faire entre 250 et 450 km en ville, je parle, quand on recharge ses soirs. Je laisse à chacun le soin de faire ses calculs pour savoir quand il doit faire, donc pas 400 km avec un réservoir de thermique, mais par exemple si c'est 700 ou 800 km pour son réservoir de thermique, combien il dépense pour faire ce plein-là, qui équivaut, on va dire, à 2 recharges sur une voiture électrique, ou 2 ou 3 ou 4 recharges. Et ben en fait, voilà, on est sur moins de 10 euros avec, même si les prix de l'essence et du diesel sont redescendus, on va être sur moins de 10 euros versus 60 ou 80 euros. Et donc il y a des personnes qui doivent parfois faire des pleins 2 fois par mois, certains même une fois par semaine parce qu'ils travaillent un peu loin, etc. Le calcul sur l'année, alors je ne parle même pas sur 5 ou 10 ans, il est énorme. Aussi, une chose dont on parle assez peu, c'est que l'entretien, il est beaucoup moins cher sur une voiture électrique. Il y a, par exemple, sur les freins, quand vous avez certains véhicules, vous devez changer vos freins tous les 7 ans, par exemple. Ouais. Évidemment, pas de vidange, par définition. Il y a moins de pièces qui peuvent tomber en rade parce qu'il y a moins de pièces dans une voiture électrique. Mais pourquoi, par exemple, les freins, par exemple, sont différents d'une voiture électrique ou une voiture thermique? Oui, parce non, c'est pas qu'ils sont différents, c'est qu'ils sont utilisés différemment. Okay. Il y a ce qu'on appelle le système One Pedal, qui est dans, je dirais pas la majorité, mais dans énormément de modèles de voitures électriques, où en gros, tu n'utilises ton frein que vraiment sur les freinages d'urgence, ou si tu as mal anticipé en fait ce qui se passe. Sinon, en fait, tu ne freines pas, mais tu décélères. Et quand tu décélères, en fait, tu recharges ta batterie, en fait. Okay. Et donc, tu as tout intérêt à faire ça, ce qui fait que quand tu décélères, tu n'utilises pas ton frein, parce que c'est le moteur, en fait, qui travaille. Et donc là, en fait, les freins, ils sont beaucoup moins utilisés que sur une thermique. Il y a certaines thermiques qui ont des systèmes où ça, c'est pas comme avant, où tu dois vraiment appuyer comme un bœuf pour freiner, etc. Là, on est sur des choses plus, un peu plus efficaces, mais rien à voir avec une électrique. Et puis, voilà, il y a toute une série de choses, encore une fois, qu'on n'a pas utilisées. Il y a certaines, je crois que Tesla, c'est encore le cas, il n'y a même pas d'entretien obligatoire à faire. Pour aller plus vers l'électrique, l'un des enjeux majeurs, on le mentionnait un petit peu, semble aussi être la question des aides financières. Il y avait plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, un chiffre qui est mentionné, je le rappelle aussi dans cet article-là, lié à l'événement de lundi de Libération, c'est en Norvège, près de 97% des voitures vendues en septembre en Norvège sont électriques. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'eux parviennent à prendre ce virage-là beaucoup plus que nous. Donc, la question des aides et des malus, etc., semble être un sujet primordial pour le virage vers l'électrique. Il y a des pays qui y parviennent, d'autres qui n'y parviennent pas bien. Comment est-ce qu'on se situe, nous, par rapport à ça? Sur la Norvège, je vais répondre sur la Norvège, il y a 2 raisons. L'une, ils sont plus riches en moyenne que tous les pays de l'OCDE. Ils sont aux alentours de 38 000 euros de revenus disponibles par habitant, quand la moyenne dans les pays de l'OCDE, en gros, c'est les pays de l'Union européenne, plus d'autres pays externes, en gros, c'est des pays riches quand même. Où la moyenne est aux alentours de 31 000 euros. De mémoire, en France, je crois qu'on est à 32 000, quelque chose comme ça. Donc, les Norvégiens sont en moyenne plus riches. Donc, déjà, même pour des véhicules qui vont être, alors des fois sur les tarifications, chaque constructeur a un tarif adapté au pays, c'est-à-dire qu'on peut pas. Donc c'est pour ça que des fois il y en a qui vont acheter leur voiture, par exemple certaines voitures allemandes en Allemagne ou certaines voitures dans d'autres pays, etc. Ou même que des fois l'import est plus, bon c'est quand même assez rare, mais que l'import des fois est plus. Mais bon, bref, passons sur ça. Mais déjà ils ont un budget supérieur, un pouvoir d'achat supérieur. Mais en réalité, c'est aussi parce qu'ils ont eu une politique d'incentive. Donc les incentives, en gros, c'est parce que c'est les subventions, les aides, les incitations, en fait, de manière générale. Donc c'est un peu tout ce panel-là. Et eux, l'État norvégien, qui est pas considéré comme un État bolchevique non plus. Donc voilà, parce que en France, on n'arrête pas d'aider, etc. Les aides, les subventions, puis les taxes, etc. Les Norvégiens, ils sont partis sur un système d'aide genre, faudrait voir, parce que le système d'aide chinois là, qui a été modifié cet été, il est aussi assez impressionnant. Mais ça a dû être les systèmes d'aide pour les voitures électriques le plus avantageux au monde, y compris lors du temps fort du passage électrique en France, où le bonus écologique est allé jusqu'à 7 000 euros pour l'achat d'une voiture neuve.
qui faisait moins de 48 000 euros. Voilà. Même à ce moment-là, la France ne pouvait pas lutter avec la Norvège parce qu'il n'y a pas que l'achat, il y a des trucs sur les taxes, sur les vignettes, enfin bref, sur plein de choses. Voilà. Donc il y a ça. Et eux, c'est sûr qu'en 2025, à de très rares exceptions près, sur des voitures de course, sur des personnes qui restent, qui ont envie encore d'avoir une thermique, etc. Mais à la rigueur, s'il reste juste les personnes qui sont juste les passionnés à fond de la voiture et qui ne jurent que par des voitures qui font un peu de bruit, s'il ne reste que ça, en fait, on aura déjà gagné la bataille pour la planète, en réalité. Donc voilà. Et eux, en fait, en 2025, on sera sûrement à 100%, à 99,9% là-dessus. Donc, c'est quoi les aides en France? Est-ce que du coup, nous, on est beaucoup moins bien aidés que les Norvégiens? Alors en France, il y a deux principes. Enfin, comment dire? Il y a deux très grosses incitations financières pour deux publics un peu différents, même si ça peut se recouper. Et il y a aussi d'autres petits avantages. Par exemple, à Paris, on ne paye pas son stationnement si on ne se paye pas son stationnement si on est pendant 6 heures d'affilée, si on a une voiture électrique. Alors que si on a un SUV, je crois, c'est moi qui ai écrit l'article, de plus de 2 tonnes et quelques, de plus de 2 tonnes, je crois. Si on a un SUV de plus de 2 tonnes, on paye 225 € les 6 heures. Bon, là, c'est pas. Donc, on se gare pas, en fait. On va en parking souterrain. Et c'est ça, d'ailleurs, l'idée. C'était pas l'idée de récolter du 225 € en rafale. C'était l'idée que les gens arrêtent d'être d'une voiture ventouse, c'est-à-dire une voiture en surface, qui ne bouge pas. Et donc, en fait, voilà. Il y a tous ces petits trucs-là, mais ça, je vais pas revenir dessus parce que ce serait trop long. Parce que les deux principaux vecteurs, on va dire, d'aide à l'achat aux voitures électriques, c'est le bonus écologique et depuis cette année, le leasing social. Le bonus écologique, c'est une aide en fait qui a été mise en place. Il y avait un bonus et malus écologique qui a été mis en place à la fin des années 2000, mais disons que le bonus écologique dirigé vers les électriques, c'est-à-dire au début les hybrides et les voitures 100% électriques, qui a été voté sous Hollande. Et en gros, qui est l'idée de donner un tant de milliers d'euros à une voiture à l'achat en dessous d'un certain seuil. Évidemment, quelqu'un qui va acheter une voiture à 80 000 € aujourd'hui n'a le droit à aucune aide. Avant, je crois que c'était 1 500 € jusqu'à il n'y a pas si récemment, mais voilà, il n'y a pas si longtemps, mais voilà. Et en gros, on va donner ça, c'est-à-dire qu'à l'achat, notre voiture, elle va coûter 42 000 €, ce qui fait être plus clair, c'est ça en gros le montant moyen, c'est entre 40 et 42 000 € le montant moyen d'une voiture électrique neuve vendue en France. Eh bien, on va avoir, donc à une époque, c'était moins 7 000 €, puis ça a été moins 6 000, puis moins 5 000, puis depuis cette année, moins 4 000. Et on reviendra un petit peu sur ce que peut-être prépare le gouvernement, même s'ils n'ont pas, disent-ils, fait les arbitrages. Et voilà, donc ça, on a cette aide-là qui arrive et ça baisse le prix unitaire. Et aussi, c'était utilisé pour notamment ceux qui partent par le leasing pour payer le premier loyer, en gros. Parce qu'il y a un premier loyer toujours à payer. Et là, du coup, ça permettait soit de l'abaisser, soit carrément de le supprimer, ce premier loyer. L'autre aide, qui était une des promesses d'Emmanuel Macron, 2022, je crois qu'il en parlait déjà dans son premier quinquennat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait bastonné ça en 2022. C'était le leasing social. En gros, pour des personnes qui gagnent moins de, on va dire un célibataire de moins de 1500, moins de 1600 € net, il pouvait avoir une voiture aux alentours de 100 € par mois, en dehors de l'assurance et en dehors des remises de frais de véhicule. Parce que je pense que dans 3 ans, on va avoir j'aurai plein de papiers à faire sur les personnes qui se sont rendues compte qu'ils étaient au SMIC et en fait qui ont je sais pas combien de remises dans l'état du véhicule une fois que le leasing est lâché. Et en gros, ils ont pendant une durée donné un véhicule électrique, pas tous, les véhicules les moins chers, à 100 € par mois. Voire moins pour certains modèles. 100 € par mois, on peut se dire que ça reste quand même élevé pour quelqu'un qui est au SMIC, par exemple, ou quelqu'un qui va être à 80% au SMIC. Mais une fois qu'on commence à mettre bout à bout, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'essence à payer en moins, etc., là, pour le coup, c'est une bonne mesure pour les classes populaires. Deux bémols à ça. La première, c'est que dans la première étude qui est sortie, on s'est rendu compte que ça a plutôt profité aux classes moyennes inférieures qu'aux classes les plus populaires. Pour des raisons de culture déjà, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et que très souvent la voiture est le seul capital que peuvent avoir des personnes des classes populaires. Donc elles sont moins attirées par le leasing parce qu'en gros, s'il y a un coup de mou, elles n'ont plus rien à revendre pour pouvoir essayer de faire quelque chose, pour essayer de s'en sortir, pour avoir un petit peu d'argent. Donc on voit dans les études que le leasing, c'est plutôt un truc de classe aisée et de classe moyenne. Et aussi parce qu'en fait, très souvent les classes populaires, et on le voit sur toutes les aides, sont moins renseignés parce que des fois travaillent peut-être plus dur, j'en sais, enfin voilà, il y a plein de raisons, il y a plein de sociologues qui ont étudié ça et donc du coup elles vont moins aller vers ça. Et
comme il y a eu, à la base, il devait y avoir 25 000 dossiers seulement. Il y en a eu 50 000. Et ben 50 000, ça a été très vite, puisqu'en l'espace de quelques semaines, en fait, l'offre, le truc était fini, plus de possibilités. Et donc, le souci avec ça aussi, c'est que arrivent les questions budgétaires. Donc, tout le monde a compris, la France n'a pas du tout financièrement. Là, c'est la galère, c'est la crise. Et donc, le gouvernement a décidé de faire, en gros, de faire pour 60 millions, si c'était que 60 millions, ce serait bien, 60 milliards d'économies, 2 tiers sur réduction des dépenses, 1 tiers sur augmentation des recettes. Et sur ces 2 tiers de réduction des dépenses, il y avait avant un budget d'1,5 milliard par an sur le verdissement des voitures, en gros. Voilà, c'était un programme qui était dédié à ça. Et il va passer de 1,5 milliard à 1 milliard. Donc c'est 500 millions en moins. Maintenant, dans tout ça, le plus gros du gros, c'est bonus écologique et le leasing. Donc on sait d'avance, sauf si au Parlement, des personnes décident, j'ai pas regardé dans les amendements s'il y avait d'ailleurs quelque chose qui décidait de remettre les 500 millions, voire de l'augmenter, puisque si on est dans une urgence écologique, puisque Michel Barnier, notre cher Premier ministre, nous a dit que nous avions 2 dettes, la dette économique et la dette écologique. Apparemment, ça paraît contre-intuitif de dire ça et de baisser ensuite les... Et on viendra, parce qu'il y a le malus qui a été abordé 2 fois dans le chat, on viendra sur ça juste par la suite, mais voilà, il y a on verra si on va revenir sur ces 500 millions, mais si on ne revient pas dessus, et ben maintenant il va falloir trancher. Et vu les premières discussions, le leasing social ne devrait pas être touché, mais déjà le leasing social normalement devait progresser à la base, il devait accélérer, c'était la phrase on commence par amorcer l'aide et puis après on va progresser. Là je pense que l'amorçage, il va s'arrêter à l'amorçage, et si on a déjà 50 000 encore, on peut être content. Parce qu'en gros, si vous voulez calculer vite fait, c'est 13 000 euros en moyenne de coût pour l'État d'aider un leasing. Donc 50 000 fois 13 000, on est aux alentours de 650 millions, 630 millions, on a un peu plus de 600 millions, 650 millions, voilà, 650 millions d'euros, voilà. Donc là 650 millions sur 1 milliard. Sauf que le bonus écologique, voilà, c'est tant de milliers d'euros par véhicule acheté. Et donc voilà, donc moi je pense que le bonus écologique, donc il va baisser, il peut éventuellement être supprimé, et il discute aussi de l'enlever aux déciles les plus aisés de la population. Problème, c'est les déciles les plus élevés qui achètent le plus de voitures électriques. Donc, on peut se dire, justice sociale, on aide moins les plus riches, sauf que certains plus riches pourraient se dire, bon, écoutez, j'ai plus cette aide-là, etc. Et ça a été prouvé aussi que c'est pas forcément ceux qui ont le moins d'argent qui sont les plus sensibles aux aides. Et donc, ça peut aussi un peu freiner, voilà. Ça. Et après, bon, c'est des arbitrages. D'ailleurs, c'est une question philosophique qui est intéressante qu'on a souvent en Libération, etc. Voilà, sur ça. Donc ça, c'est un petit peu l'inquiétude. Il y avait une autre question dans le chat aussi, alors là, qui quitte la question des aides et puis qui prend plus l'exemple européen dans sa globalité, qui demandait est-ce qu'il n'y a pas toujours ce problème de surtransposition des directives européennes, notamment sur les règles relatives à l'environnement, qui pourrait poser problème pour les véhicules électriques. Alors Joss, peut-être que tu peux préciser, je ne sais pas si tu penses à quelque chose en particulier, moi j'ai 2-3 trucs en tête quand tu dis ça, mais peut-être que tu penses à quelque chose de plus précisément, donc si tu veux le dire dans le chat, je pourrais y répondre, plus précisément. C'est sûr que l'Union européenne, eux, ils sont très offensifs sur la question de la décarbonation. Ils sont plus offensifs que la France. On peut se dire la Commission européenne est dirigée par la droite, dirigée par le Parti populaire européen, mais il y a les Verts dans la coalition, et puis à un moment donné, puis en plus l'Union européenne, le Parlement fonctionne mieux dans l'Union européenne qu'en France. Là, en France, le budget il va encore vraisemblablement passer par 49.3. C'est-à-dire que les représentants du peuple ne pourront pas décider du budget, ce qui pose un très gros problème démocratique. En Europe, où il y a d'autres problèmes démocratiques, très clairement. En revanche, le Parlement européen fonctionne mieux que beaucoup de parlements nationaux, y compris en France. Et eux, sur les questions environnementales, c'est vrai qu'ils sont très, très offensifs. 2 choses là-dessus. Évidemment, il y a cette date dont on n'a pas encore parlé, enfin si tu en as parlé, je crois, dans ton introduction, qui est 2035. Oui, tu en as parlé. 2035, fin de la vente des véhicules thermiques et hybrides, mais rassurez-vous, neufs. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une voiture d'occasion, si vous voulez la revendre, ce n'est pas pour tout de suite, ne vous inquiétez pas. Sûrement qu'elle arrêtera de fonctionner avant que vous ne puissiez plus la revendre ou qu'elle ne puisse plus circuler. Là, c'est sûr que c'est une date qui a été fixée. Ursula von der Leyen et le Parti populaire européen qui avait voté contre en 2022, cette fois-ci parce qu'il y a un jeu de coalition et ils avaient besoin des voix des Verts pour faire réélire von der Leyen. Ils ont acté le fait qu'on ne bougerait pas sur le calendrier. On avait peur qu'ils souhaitent nous remettre les hybrides
Ils nous ont pas remis les hybrides. En revanche, ils veulent introduire le e-fuel, je sais pas comment on le dit, fuel en anglais, bon, ça va être le e-fuel. En gros, les carburants synthétiques qui aujourd'hui coûtent à peu près 6 € du litre. Donc voilà, si vous avez une Lamborghini, très bien, vous pouvez utiliser ça, faites-vous plaisir, ça vous polluerait moins avec votre Lamborghini si ça peut être utilisé. Mais pour l'instant, la techno est pas du tout grand public pour l'instant. Donc pour ça, normalement, on est plutôt préservé. L'autre chose sur les voitures, et donc là qui sont les normes, alors je sais pas, tout le monde dit café, donc c'est CAFE. Ah oui, les fameuses. Moi je vais dire, mais alors c'est peut-être parce C'est que comme ça que je les ai lus, moi j'ai lu café, mais bon. Ouais, mais pourquoi vous dites café? Parce qu'en fait, c'est énergie. Ah oui, t'as raison. En fait, tout le monde avait raison. En fait, parce que quand j'entendais des gens dire café, je disais, mais pourquoi ils ont soif? Ils sont fatigués? En fait, non. Donc voilà. Donc l'énorme café. Donc peut-être de quoi il s'agit. Donc l'acronyme, je vous en fais grâce, mais en gros, CAFE en tout cas. Voilà, ce que signifie en tout cas cet acronyme, je vous en fais grâce. En revanche, ce sont des normes, pour la faire très courte, parce que c'est hyper complexe comme calcul, parce qu'il y a des personnes, je pense, chez tous les constructeurs qui disent, ah, mon Dieu, mais c'est quoi la règle de 3 pour trouver ce qu'on va payer comme milliard, etc. Chaque constructeur doit, on va dire, a une empreinte carbone, en gros, pour tous ces véhicules vendus neufs sur une année. On prend l'exemple de l'année 2024. On prend, par exemple, Peugeot, Stellantis en l'occurrence, va regarder toutes les voitures qu'il a vendues chez Fiat, chez Stellantis, chez Renault, chez Peugeot, chez Citroën, etc. Il va dire, voilà, bon, toutes ces voitures-là, voilà leurs normes. On fait une moyenne de tout ce qu'on a, on fait une moyenne de tout de toute l'empreinte carbone qu'elle va avoir par véhicule. Et si cette empreinte carbone par véhicule dépasse un certain seuil, eh bien, on doit commencer à payer des amendes. Et les amendes, elles sont radicales. C'est des milliers d'euros par véhicule, sachant que du coup, si tu en as vendu plusieurs millions, je te laisse imaginer ce que plusieurs milliers signifie. Et les seuils sont difficiles à atteindre. Alors, jusqu'en 2000, donc là, 2020, alors, il y a eu que 2022 pour l'instant qui a été traité. 2023 et 2024 n'ont pas été traités. Et l'année 2022, sur 91 constructeurs, 90 n'ont pas eu à payer d'amende. Malheureusement, si vous faites partie des 10 personnes qui ont acheté une Bugatti en 2022, je suis désolé de vous le dire qu'à cause de vous, Bugatti va se prendre une amende. Pas si salé que ça, puisqu'il y a certaines Bugatti qui valent 10 millions d'euros, donc je pense que ça va aller du coup, parce que c'est une marque française, d'ailleurs, faut pas l'oublier. C'est en Alsace, donc en fait, ça a été fait par un mec qui est d'origine italienne, mais c'est en Alsace, c'est toujours, voilà. Mais les véhicules sont très très beaux, hein, c'est sûr, mais dans le chat, je crois que personne d'entre nous ne pourra en acheter. Mais en tout cas, mis à part cette marque, toutes les autres n'ont pas payé d'amende. Alors ils ont fait un jeu avec des poules. C'est-à-dire qu'il y a Toyota qui se retrouve avec Tesla dans des trucs alors qu'ils n'ont rien à voir. Ils ont fait des alliances et en fait du coup Toyota a baissé ses émissions dans son pool parce qu'il y a Tesla en fait qui est avec eux. Et évidemment c'est zéro sur tous les véhicules qu'ils ont vendus. Alors en 2022 il y en avait moins qu'en 2023 et 2024, mais quand même. Ça a suffi pour que personne soit concerné. En revanche, en 2025, là, ça rigole plus parce que les normes sont très abaissées. Et là, il y a quasiment tous les véhicules thermiques, une grosse partie des véhicules hybrides qui vont tous y passer et qui seront tous déjà au-dessus du seuil. Donc, mathématiquement, ça va être... Et là, Demeo... Tavares, maintenant, lui, il dit non, on y va, etc. Mais Demeo, donc le PDG du groupe Renault, là, il dit à tout le monde, il faut surtout revenir sur ça, sinon on est finito. Et c'est vrai que donc AlixPartners a fait une estimation, si on est sur à peu près 25% de véhicules électriques vendus en 2029, donc si on est sur une trajectoire comme ça, eux calculent qu'on serait à 51 milliards d'euros d'amende pour tous les constructeurs qui vendent des voitures en Europe, donc les 91 dont je parle. Et encore, c'est sous-estimé parce que ce qu'ils nous ont dit dans la conférence de presse, c'est qu'ils n'avaient même pas pris en compte la révision avec les hybrides. Donc je pense que c'est même pas 51, c'est 60, 70 milliards. Oui. Enfin, ça va être mais les constructeurs, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils voient ces chiffres-là Eh ben, ils pleurent. Ils pleurent. Alors ils pleurent. Bon, ils pleurent beaucoup, hein, c'est vrai là-dessus, parce qu'en fait, par exemple, là, on voit Stellantis, c'est la catastrophe, etc. Bon, ils ont fait des bénéfices à 2 chiffres en milliards l'an dernier. Donc je veux dire, ils ont, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, ils ont de la marge. Sauf qu'en fait, les actionnaires, justement, ce qu'ils regardent eux, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas l'électrification, c'est pas la survie de la planète, c'est pas ce que le GIEC dit, ils s'en foutent complètement de ce que le GIEC dit, c'est les marges. Et oui, les marges techniquement, ils vont devoir piocher dedans, et c'est pas du tout une bonne nouvelle pour nos amis
directions financières des constructeurs. Ouais. Pour prendre un autre exemple quand on parle de la voiture électrique, c'est l'exemple de la Chine, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé pour l'instant, mais tu en parles dans tes différents articles, et c'est aussi un peu quelque chose qui est au centre là, du Salon mondial de l'automobile, parce que en Chine, les parts de vente des véhicules électriques augmentent, et il y avait même un autre chiffre que je reprends d'ailleurs dans le Libé de lundi, où tu expliques que 97%, c'est le nombre de Chinois assurant en 2024 vouloir choisir une voiture électrique quand ils devront changer de véhicule. Ça, c'est du coup selon une étude d'AX Partners. Et pour ces chiffres-là, il y a seulement 43% des Européens et 35% des Nord-Américains qui, eux, vous disent vouloir choisir une électrique quand ils devront changer de véhicule. Oui. La Chine, c'est un petit peu, voilà, alors je sais plus quelle expression débile j'avais utilisée dans mon article, mais peu importe, une espèce d'image, voilà. Mais voilà, c'est l'industrie électrique, l'industrie des voitures électriques, mais l'industrie, on va dire, ce qu'on va qualifier d'industrie verte, qui est en fait pas du tout vert, mais qui est en gros, on va dire, l'industrie décarbonée, voilà, c'est dominé totalement par la Chine. Sur le solaire, c'est irréel. Sur l'éolien, alors qu'il y avait encore il y a encore une industrie éolienne très forte, les Chinois commencent à prendre voilà, une avance qui est considérable. Et sur les voitures électriques, qui à la base des voitures, c'est pas du tout une industrie, chinoise. Ils assemblaient, Oui. mais c'était les Européens, les Américains qui. Oui, ce que tu racontes dans ton article, c'est qu'à la base, même les Européens, ils aimaient bien la Chine pour les véhicules parce que ça coûtait moins cher de les produire chez eux. Sur les taxes, mais que c'était pas un concurrent. Bien sûr, sur les taxes qui ont été imposées parce que c'était une autre actu de cette année par la Commission européenne, qui a été confortée là par un vote des États membres, pour lequel l'Allemagne d'ailleurs a voté contre cette augmentation des taxes. C'est comment dire, justement les Allemands ont voté contre sous pression des gros constructeurs allemands, parce qu'en fait pendant très longtemps c'était un Eldorado. Ils vendaient leurs voitures avec, oui c'est sûr qu'une Mercedes, une BMW, une Audi, ça a une aura qui est incroyable, et donc bah oui les Chinois et Chinoises qui étaient riches, bah oui une manière de montrer sa richesse, c'était d'acheter une belle voiture. Mais même encore aujourd'hui, le nombre de, j'ai pas les chiffres, hein, mais la part de Chinois qui ont un véhicule, enfin le nombre de véhicules par habitant en Chine, il est encore, rien à voir. Alors je parle même pas des États-Unis, mais avec les pays d'Europe. Mais sauf que les Chinois sont pas des références en termes d'écologie, donc c'est vrai que ça pourrait paraître même surprenant de ce point de vue-là, quoi, que les Chinois soient aussi en avance par rapport à nous sur les véhicules électriques. Bien sûr, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Chinois, encore aujourd'hui, alors, il faut voir, il est possible, je ne sais pas si c'est les États-Unis ou la Chine, le pays le premier émetteur au monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1800, c'est les États-Unis qui sont très très loin devant là-dessus. La Chine, ils ont encore de la marge. Mais sur cette année, par exemple, je peux pas vous dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la Chine, parmi les gros pays, est en train de prendre une trajectoire où ce sera sûrement le pays qui aura fait sa décarbonation le plus rapidement aussi. C'est qu'ils ont un développement du solaire, encore une fois, qui est irréel. Ils construisent des fermes solaires dans le désert, ou des fois, ils rasent des villages pour construire. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on est un pays autoritaire pour dire bon, vous allez habiter là-bas maintenant. Désolé, on vous l'apprend, on vous donne cette information, vous allez là-bas. Et puis là, on va mettre 2,5 gigawatts de puissance de ferme solaire. 2,5 gigawatts, il faut se rendre compte de ce que c'est, puisque un réacteur nucléaire, c'est entre 0,7 gigawatts ou un 2, un 3 pour les plus gros. Et s'il y a des pro-nucléaires qui sont dans le truc, qui vont m'agresser, j'ai peut-être un 4, un 5, je suis vraiment désolé, mais c'est pour donner calmez-vous, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Ça ne s'agit pas pour l'instant dans le voilà, chat, c'est ça. Et en plus, évidemment, le solaire est une énergie qui est plus intermittente. Sauf que quand on commence à mettre 2 fois plus de solaire que la puissance installée par exemple du nucléaire, on commence à rentrer dans quelque chose où même la production d'électricité du solaire est en train de décupler quasiment chaque année en Chine. C'est pareil sur l'éolien, on l'a dit. Et c'est pareil en fait sur tout ce qui touche en fait à la décarbonation. Encore une fois, quand j'étais à Vivatech, je me fais brancher par une boîte chinoise qui a créé un espèce de véhicule autonome, enfin une espèce de truc autonome qui va dans les rivières et dans les lacs, qui est 100% électrique et qui ramasse tous les déchets. Et en fait, je suis là, je regardais ce truc-là, ça paraissait complètement anecdotique, sauf qu'en fait, voilà, c'est plus le gros truc diesel qu'on va voir marcher là, naviguer dans la Seine, etc., qui va remonter le truc. Non, en fait, tous ces petits trucs-là, eux, ils avancent. Et aussi parce qu'ils mettent des centaines de milliards d'euros. Oui, c'est ce que je lui ai demandé, comment ça se fait qu'ils soient si forts là-dessus. Est-ce que c'est juste une question aussi, alors ça dépend aussi du régime politique à la tête de l'État, mais est-ce que c'est aussi une question d'investissement là-dedans? L'État chinois, alors le chiffre est dans le... Tu peux le retrouver avec les chiffres du CSIS de Washington, qui était je crois qu'il est...
Il est par là, regarde ça là. Il est par là à Shanghai, non, je sais plus. Non, c'était par là. Qui est de 230. Ah oui, voilà. attends, mais je vais le retrouver Voilà. sur Ah oui. le site en fait. Voilà, on va faire ça. On va faire à l'ancienne. À la nouvelle plutôt d'ailleurs. Poursuis et je trouve le chiffre. Alors de mémoire, c'est 230 milliards d'euros investis sur 15-20 ans par l'État chinois en subvention, en réduction de taxes sur la voiture, sur des aides sur la R&D pour toutes les marques de voitures, etc. Donc c'est combien? C'est 230 milliards. Je me souviens bien. De 2009 à 2023. Et en plus, donc ce que j'explique, c'est que c'est 230, mais ils ont battu leur record coup sur coup en 2022 et 2023 avec 45 milliards en fait par an d'aide de l'État sur l'électrique. Je parle juste là de l'électrique. Je veux dire, nous, en France, on parle de réduire de 1 milliard. On parle juste de réduire 1,5 milliard à 1. Donc, il n'y a pas dedans, dans les 1,5 milliards à 1, il n'y a pas les aides, par exemple, sur les gigafactories, etc. Mais c'est lunaire. C'est-à-dire que c'est encore une fois lunaire. Donc, eux, ils avancent à marche forcée. Donc, évidemment, il y a plusieurs marques qui sont arrivées. Et aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs semestres, ce n'est plus Tesla qui est la marque de voiture qui vend le plus de voitures électriques au monde, mais c'est BYD, donc BYD. Et en plus, c'est beaucoup d'en plus tout ça. Mais l'expression c'est du made in China, etc. Non, mais rentrez dans une voiture électrique chinoise. Rentrez dans une BYD, là vous allez au salon de l'auto, là vous rentrez dans une BYD, vous rentrez dans une Xpeng qui est aussi, voilà, ils ont leur taxi volant qui vole pas, hein, ils s'accrochent avec des trucs, mais ils font tourner les hélices quand même, qui sera au-dessus de votre tête, etc. Vous rentrez dedans, touchez les matériaux, regardez le software, regardez en fait les types de roues qu'ils utilisent, regardez tout ça, etc. Ce sont des super voitures. Et c'est mieux que des voitures européennes ou... Ah oui, c'est mieux. Ouais. Et je veux dire à prix équivalent. Ouais. Et y compris maintenant, mais je pense on verra encore une fois avec les taxes, etc. Quand le soufflet sera retombé, parce qu'il y a encore des négociations entre l'Union européenne, les ministres chinois du commerce, etc. et de l'industrie et tout. Mais on verra, mais à prix équivalent. Je veux dire, c'est triste à dire pour les constructeurs, notamment français, c'est qu'à prix équivalent, c'est difficile de lutter. Et encore une fois, d'ailleurs aussi, souvent on dit mais c'est parce que les ouvriers sont payés beaucoup moins cher, etc. Alors oui, là-dessus, c'est pas le SMIC en Chine, l'équivalent d'un éventuel salaire minimum en Chine, n'a évidemment rien à voir avec ceux qui peuvent se pratiquer en Europe occidentale. Mais en réalité, en fait, quand on fait des analyses sur un petit peu toute la chaîne de valeur et la manière de travailler des Chinois, déjà dans beaucoup de leurs usines, il y a beaucoup moins d'ouvriers. Je parle vraiment par exemple dans celle de Xiaomi là, qui a sorti la SU7, qui est un véhicule qui n'a aucun sens en termes de tarification. Si ça arrive en Europe, je ne sais même pas comment les constructeurs européens pourraient lutter par rapport à une voiture aussi folle technologiquement, en termes d'autonomie, etc. Et à ce prix-là. Mais comment dire, il y a beaucoup moins d'ouvriers en fait. C'est pas là que ça se joue. C'est qu'en fait, il y a tout un truc. C'est que sur le développement technologique, sur tout ça, en fait, ils mettent 2 fois moins de temps, par exemple, à développer, à penser, à designer une voiture électrique, une voiture tout court d'ailleurs, que on ne le fait en Europe. Pour des raisons, peut-être qu'on va nous dire, finalement, ça pose des problèmes sur ci ou ça, ou sur la durée de vie de la voiture, etc. En l'occurrence, quand elles sortent, tous les testeurs de voitures qui sont là, en fait, ils disent, en moyenne, ce sont des très bons véhicules. Il y a des véhicules un peu plus populaires qui vont arriver. Mais donc ça sera un peu différent, mais c'est pas le marché qui est visé aujourd'hui par les Chinois, donc c'est pas vraiment la crainte, c'est pas les véhicules à 15 000 euros. Mais voilà. Mais voilà, sur la Chine, mais pour finir, oui, évidemment que la Chine, on va pas faire croire que la Chine aujourd'hui, son empreinte carbone. Oui, donc voilà, il reste premier. Donc tu dis Joss, et là-dessus, encore une fois, je sais plus si c'était premier ou deuxième, mais en tout cas, c'est sûr que c'était à minima un des 2 pays les plus polluants au monde. Ça fait aucun doute. C'est juste que eux, ils font tous les investissements. Ils font tous les investissements aussi parce qu'ils veulent ne plus être dépendants du pétrole. Il y a aussi une question géopolitique derrière ça. Et voilà, donc ça là-dessus, ils font tous les efforts et je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront à décarboner complètement leur pays. Ça prendra aussi du temps comme pour tout le monde. Mais en tout cas, ils font tous les efforts pour. On a beaucoup parlé de la voiture électrique. Pour terminer ces discussions et du coup aussi approfondir la question de la décarbonation de notre société, il y a une question aussi toute simple finalement, c'est que là on parle beaucoup de voitures électriques, mais faut-il même juste encore parler de voitures? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre encore plus d'énergie plutôt à se dire qu'il faut tout faire pour quitter simplement l'utilisation de véhicules, et peu importe qu'ils soient électriques ou thermiques? Oui, juste, je réalise que la dernière chose que dit Cassé Pompon,
Tu mets pas de M, La toi. Tu mets pas de désindustrialisation. M juste avant ton P, ton deuxième Ah ouais. P, toi. Qu'est-ce que je veux dire comment dire je la lis, ouais. Du coup, la Vas-y, ouais. désindustrialisation des pays occidentaux a offert un pouvoir à ces pays pour prendre une place économique importante. C'est vrai que quand on voyait tous les constructeurs européens qui arrivaient, parce que comment dire, l'industrie chinoise et l'État chinois a fait ça de manière très intelligente. Il y avait une forme de condescendance d'ailleurs des Européens et des Américains envers la Chine qui était de dire, bon, allez, ils comprennent rien. Ils sont là comme ça, allez, ça bosse dur, ça machin, etc. Et à chaque fois qu'ils arrivaient, ils disaient, non, maintenant, par contre, vous nous partagez votre technologie. Vous nous partagez votre technologie. Ah, comment vous faites ça? Ah oui, d'accord, ok, machin. Donc oui, donc vous partagez les plans, les machins, les trucs, l'ingénierie, etc. Et puis ils ont aussi ouvert les voitures. Et puis pas que sur les voitures, sur toute une série enfin plein de pans de secteurs. Bon bref, vous avez compris, sur plein de choses quoi. Et comment dire et là en fait, bah oui, en fait, les personnes qui sont en Chine sont tout aussi intelligentes en fait que les Européens et les Américains, ce qui paraît absolument genre naturel de dire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes en costume en Europe et aux États-Unis qui s'imaginaient que non en fait. Et ben là en fait, ils sont en train de se manger tout ça. Et encore une fois, sur plein de domaines maintenant, la Chine est en avance technologique sur tous les autres pays du monde. Peut-être il y a encore le Japon sur certaines choses, Taïwan. C'est une question si je dis Chine et Taïwan différemment, pas me faire des amis en Chine, mais voilà, peu importe. Voilà, en tout cas, il y a toutes ces avancées là. Donc tu as raison en fait. Quand on a voulu par court-termisme désindustrialiser pour réduire les coûts, pour tout ça. Et là maintenant, en fait, l'Europe se mange ce court-termisme décide dans les années 60-70. Mais surtout que ça s'est vu dans d'autres secteurs. Dans le Bien secteur du train, on l'a vu, même dans les avions, on l'a vu là. Le train, à la rigueur, ça va. Le train, à la rigueur, ça va parce que c'est beaucoup plus difficile en fait de délocaliser en fait des trains parce que quand tu veux les ramener en bateau, en fait, ça coûte tellement cher que les économies d'échelle, voilà. Sur l'aviation, on garde encore. Je t'ai souviens, c'était de ça des exemples, parce qu'en fait, sur tout le reste, sur l'aviation, c'est un peu pareil. Nous, on a encore ce championnat qui est Airbus, etc., et qui fait voilà, qui est encore une fois encore plus avec les déboires de Boeing, etc., là, qui est une super boîte pour le. Enfin, encore une fois, si on parle d'un point de vue industriel, pas d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue industriel, c'est une super boîte. Et comment dire, donc là-dessus, ça va. En revanche, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui est énergétique, même sur le nucléaire, ils commencent à faire des choses qui sont assez. En France, on a désinvesti sur le nucléaire et ça date pas, c'est Hollande, etc. Non. C'est déjà dans les années 90, on commençait à ne plus à investir, à réfléchir, etc. À de nouveaux réacteurs, plus petits, plus performants, etc. Et là, on se le paye aujourd'hui. Et dans tout l'électronique, dans tout ça, bah oui, là-dessus, ils ont gardé cette avance-là. Donc, excuse-moi, du coup. Au début, je voulais te parler. Ah oui, c'est voilà. En fait, qu'on a beaucoup parlé de véhicules électriques, mais est-ce que finalement l'enjeu le plus important, c'est pas plutôt de réussir à opérer le virage le plus globalement dans la mobilité, de quitter les véhicules? Je dirais pas ton dernier tweet Twitch Guild, sinon j'aurai des problèmes. Donc du coup, voilà. Comment dire c'est vrai qu'il y a la place. Voilà, quand il y a la place de la voiture dans nos sociétés. Et notamment dans les villes, parce que c'est plus facile évidemment de se poser cette question dans les villes que dans les campagnes, par exemple. Bien sûr. Alors. En fait, c'est sûr que là, on parle, moi, que je parle beaucoup de voitures ces derniers temps. Alors, dans ce supplément, d'ailleurs, qu'on n'a pas montré, super supplément. Hein, vas-y, tu peux le montrer dans la caméra ici. Voilà, ici. C'est dans la caméra ici. Voilà, ici. Qui est dans le journal de samedi, donc qui n'est plus en vente. Malheureusement, vous pouvez le trouver à la fois si vous êtes abonné dans le reader et dans les readers disponibles. Et sinon, les articles sont aussi en version, web, qui vivent leur vie tout seuls. Et dedans, j'ai interviewé Carlos Moreno, donc un urbaniste qui est spécialiste un petit peu de ces questions-là. Lui, il a inventé ce concept de ville du quart d'heure où il estime que quasiment tout doit être accessible à un quart d'heure. J'ai bien dit ville du quart d'heure et pas société du quart d'heure, parce que s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui habite dans un hameau, il va dire ok, vas-y avec ta ville du quart d'heure là, amène-moi un hôpital à moins d'un quart d'heure à pied ou en voiture, on va rigoler. Non, on va pas rigoler, on va pleurer surtout, mais ça c'est un autre débat. Quoique non, en fait c'est pas notre débat, c'est le même débat. En réalité, il y a la question, voilà, on parle beaucoup de voitures. En fait, en gros, à terme, toutes les voitures qui existent devront être, je parle pas des voitures de collection, etc., ou des souvenirs de la nostalgie, mais le très 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 gros de toutes les voitures devra être électrique pour pouvoir décarboner nos sociétés. On n'a pas parlé des métaux précieux, des métaux critiques, etc. Évidemment qu'il y a des choses à faire. Sur le cobalt, par exemple, BMW, eux, ils ont travaillé sur la technologie de batterie, leur technologie NMC, donc nickel, manganèse, cobalt avec du lithium,
Sur la partie cobalt, ils ont tout fait pour le réduire. Alors, ils ont été très honnêtes, hein, c'est pas que pour des raisons géopolitiques, même si c'était une question d'image aussi. T'as un reportage d'ailleurs dans leur usine de production à Munich. On peut en parler juste à la toute fin, si tu veux, là-dessus. Voilà. Mais comment dire, mais sur ce cobalt, avant, c'était à peu près 30%. Maintenant, ils le diminuent à 10%. Donc, voilà, donc ils travaillent là-dessus aussi. Il y a d'autres entreprises qui maintenant demandent une traçabilité sur les mines pour savoir si ça vient, par exemple, de République démocratique du Congo ou du Maroc, où là, cette fois-ci, les mines sont beaucoup mieux structurées. Enfin, on sait beaucoup plus sur le travail des enfants, etc. Voilà. Il y a plein de problèmes. On n'a pas le temps d'aborder là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas, quand on nous écoute, qu'on se dise « Ah bah, partons sur une société avec une voiture thermique remplacée par une voiture électrique et notre société sera parfaite. » Non. Il faut qu'il y ait il faut que partout là où c'est possible, et partout où ce sera rendu possible dans les décennies à venir, diminuer la place de la voiture. Pour plein de raisons. Alors, déjà à court terme, pour des raisons aussi de santé, puisque la pollution qui est engendrée par les voitures a un impact sur les cancers, a un impact sur des maladies respiratoires pour les personnes, par exemple, qui habitent au bord du périphérique, au bord de voies rapides, au bord de rocades, etc. Il y a cette question aussi de la pollution du bruit, dont on sait de plus en plus qu'elle a un impact sur la santé. Donc tous ceux qui habitent à côté aussi d'une voie rapide, même d'une nationale, et pas tout le temps de la circulation, mais toujours d'entendre du bruit ou des gros camions qui passent, etc. Ça a un impact sur la santé des gens, sur le sommeil, et qui dit sur le sommeil dit sur aussi l'espérance de vie, etc. Donc ça, c'est sur une première chose. Mais même, c'est pour aussi penser la vie différemment, en fait. Alors, on va me dire, oui, mais une question de liberté publique, si moi j'ai envie de tout faire en voiture, etc. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des voitures partout. Donc, comment on fait ? Comment on articule tout ça ? Évidemment, il faut distinguer les villes denses. En gros, toutes les métropoles françaises. Il y a le cas de Paris, mais on parle souvent de Paris et Lyon, parce qu'il y a des municipalités qui sont très énergiques sur cette question-là, de la réduction de la place de la voiture. Mais en réalité, Bordeaux, sous Alain Juppé, qui pareil, ne me semble pas avoir sa carte à LFI ni avant ni aujourd'hui. À l'époque, ça n'existait pas d'ailleurs, LFI. Et pourtant, tous ceux qui sont allés à Bordeaux, voilà, ils savent, dans le centre-ville de Bordeaux, il n'y a pas de voiture. Et j'ai pas l'impression que les personnes se sentent martyrisées par cette odieuse piétonisation. Et en fait, il y a du monde tout le temps. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait dedans, parce qu'évidemment, c'est des trucs de consommation, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut mieux marcher, avoir un centre-ville un peu dynamique, etc. Enfin, très dynamique, d'ailleurs, en l'occurrence pour Bordeaux, ou aller en périphérie dans un centre commercial qui va prendre des terres agricoles à l'ancienne, qui va artificialiser les sols, etc. Voilà. Donc il y a toute une réflexion qui doit être faite, et cette réflexion, en fait, elle ne doit pas être menée, parce que souvent, c'est pas pour ou contre la voiture, en fait. Ça, c'est un débat qui est pas le bon, à mon sens. On va pas pouvoir dire à des personnes, par exemple, qui habitent dans le périurbain de Châtellerault, bah les gars, désolé, en fait. Déjà, d'une, vous polluez trop avec votre voiture. Ok, vous êtes alors, avec votre retraite d'ouvrier, mais là, il faut vraiment vous acheter une voiture électrique à 30 000 €, parce que là, franchement, là, c'est pas possible. C'est pas possible ce que vous faites à la planète. Évidemment que non, on peut pas dire ça, parce qu'en plus, c'est faux. D'ailleurs, c'est pas eux qui ont quelques responsabilités que ce soit. Mais en plus, on va pas leur dire, en fait, en plus, par ailleurs, vous arrêtez de faire vos déplacements en voiture. Vous allez prendre votre vélo, vous allez à pied. Voilà, puis il va vous dire, oui, mais bon, c'est très bien. La gare, en fait, elle a 45 minutes à pied, comment je fais Puis en fait, d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, elle a fermé l'an dernier, ma gare, pas à Châtellerault. Mais voilà, donc en réalité, aujourd'hui, l'aménagement du territoire est fait de telle manière à ce que la voiture reste indispensable pour toute une série de personnes. Mais à Paris aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Paris Intramuros et qui veut faire un déplacement à Paris Intramuros, voire en banlieue sur le réseau du métro, voire en banlieue sur le réseau du RER, alors, on va me prendre toujours l'exemple des personnes en situation de handicap. C'est vrai, le métro n'est pas adapté, etc. Très bien. Alors, que toutes les personnes en situation de handicap se déplacent en voiture. Allons-y, pas de souci. Des personnes très âgées aussi, qui seraient vraiment en fragilité physique, etc. Voilà. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Mais bon, il suffit juste de se balader dans Paris. Vous regardez, vous mettez là sur n'importe quel axe, puis vous regardez qui est à l'intérieur. Alors, on ne les voit pas, les personnes en situation de handicap, ou même les personnes très âgées en fragilité, on les voit pas. Mais partons du principe que ce ne sont pas que ces personnes-là qui prennent leur voiture. Et il y en a certains, des fois, qui sont immatriculés 75. Et voilà. Donc, en réalité, en fait, dans les grandes villes, voilà, il faut réduire la place de la voiture, parce que ça va rendre de la place, les rues aux écoles qui sont faites. Et encore une fois, pas qu'à Paris. À Auch, une ville dans laquelle je suis allé pour un reportage pour le photovoltaïque, ils ont fait une première rue aux écoles, ça a été des discussions, ça a été, voilà, où est-ce qu'on gare les voitures ? Ah, c'est la guerre, ah, la double file, ah, mais la personne, dans cette rue-là, en fait, il y a une sortie de parking, comment on fait ? C'est des discussions qui sont d'ailleurs super intéressantes.
Mais maintenant, ça fonctionne. Et là, on remettrait les voitures là, ce serait les parents d'élèves feraient des manifestations. Alors que je pense qu'il y a les premiers qui auraient voulu faire la même manifestation pour interdire cette rue aux écoles. Ouais. Donc voilà, donc il y a toutes ces discussions-là. Et c'est pas qu'un truc de grande ville ou de voilà, il y a des discussions avec les villes moyennes aussi. Et sur les autres villes, bah oui, il faut redévelopper des alternatives, il faut développer plus de trains, les petites lignes, voilà, ça coûte cher, mais il faut en redévelopper. Les espaces cyclables aussi. Tout le monde ne pourra pas faire du vélo. Mais en fait, si on commençait à mettre des vraies voies cyclables, des grands axes, etc., ben on verrait qu'il y en aurait plein qui se diraient bah, j'ai pas le temps de faire du sport. Bah, en fait, si je fais mon sport tous les jours, en plus, il y a une douche à mon travail, etc., bah, hop, c'est mon sport et tout. Voilà. On ne dit pas aux gens ne prenez plus votre voiture, prenez tous le vélo parce que c'est. Je crois que personne de sérieux d'ailleurs ne dit ça, par quelques trolls sur Twitter, mais bon voilà. Comme quelques trolls disent j'ai le droit de prendre l'avion 100 fois dans l'année et c'est pas moi qui et c'est la Chine qui pollue. Voilà, maintenant en fait, mis à part quelques trolls qui sont insignifiants, personne ne dit ça. Mais évidemment, on part de la voiture, il y a le salon de l'auto, on fait une sur la voiture, mais il y a malgré tout cette question plus générale de la place de la voiture en ville. Il y a Antec 75 dans le chat qui dit entre le RERD le matin et la voiture, pas étonnant que certains choisissent la voiture quand ils le peuvent. Ça rejoint quand même un peu ce que tu disais aussi avant. Évidemment que c'est pas facile, on n'est pas tous à égalité dans nos situations. Alors tu as tout à fait raison Antec 75, parce que figure-toi que j'ai grandi sur la RERD Sud, sur le très émouvant axe Melun-Villeneuve-Saint-Georges, enfin Melun-Comblaville, Villeneuve-Saint-Georges, Paris-Gare de Lyon. Donc oui, j'ai loupé un partiel à cause du RERD pour un problème de caténaire au niveau de Villeneuve-Triage. Voilà, bon, t'inquiète pas, rassure-toi, un Tech 75, je l'ai obtenu au rattrapage. Mais je suis arrivé avec beaucoup trop de retard pour pouvoir rentrer dans la salle. Évidemment, tu as tout à fait raison. Là-dessus, voilà, donc Île-de-France Mobilité balance des milliards d'euros sur une certaine durée pour pouvoir améliorer les trains, pour pouvoir améliorer le réseau, parce qu'en fait c'est surtout le réseau qui pose problème, voilà, la modernisation du réseau, etc. Mais aujourd'hui, très clairement, et tu dis par exemple le RERD, mais par exemple quelqu'un qui habite en banlieue parisienne et qui commence à travailler à 5h du matin, comme certains, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils n'ont pas le choix, ils doivent prendre leur voiture. Ils doivent prendre leur voiture parce qu'ils ne vont pas prendre un bus de nuit, parce que le bus de nuit, dans ces cas, ils vont mettre 2 heures pour y aller. Donc, en fait, donc évidemment que, voilà, moi je parle vraiment en région parisienne, disons que dans l'agglomération parisienne, dans la région, on est entre 5 et 12 millions, on est aux alentours de 9 millions d'habitants dans l'agglomération parisienne, c'est-à-dire toutes les villes qui se touchent en fait de Paris jusqu'à Corbeil-Essonnes, jusqu'à, au Ponton-Combo, voilà, etc. En fait, pour toutes ces personnes-là, il faut estimer qu'il y a une grande partie qui peut ne pas utiliser sa voiture. Je parle vraiment à ces personnes-là. Et on pourra trouver plein de cas particuliers et beaucoup de cas particuliers voilà, dessus. Mais quelqu'un, par exemple, qui habite à Maison-Alfort et qui doit prendre vraiment, qui est sur la partie du RERD et pas sur la partie de la ligne 8, et ben lui, s'il me dit que c'est à cause du RERD qu'il ne peut pas se rendre en transport à son travail, qui est à la Défense, par exemple, je lui dis non, bon, tu me dis que c'est plus confortable, d'accord, si tu veux, t'aimes bien les embouteillages, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je dirais, t'es pas trop de bonne foi là-dessus. Désolé si vous entendez tout à coup des bruits de perceuses ou que sais-je, à croire qu'il y a des travaux qui viennent de débuter dans les locaux de Libération. Désolé si vous les entendez. Notre stream va toucher à sa fin, mais peut-être du coup juste un petit mot avant de terminer, Damien, sur ton reportage que tu as pu faire dans les usines de BMW à Munich. Pourquoi y es-tu allé déjà ? Parce que c'était l'Oktoberfest et que j'y étais jamais allé, que je voulais boire des pintes dans des tentes à 5000 ou 6000 ou 7000 personnes. Non, alors je tiens à dire que c'est les dates que m'ont proposé BMW tombaient pendant l'Oktoberfest. Donc voilà, donc comme même par si hasard. mais voilà, c'était pas c'était la 62e personne à Libé qui me dit ça. Bref, plus sérieusement, pourquoi est-ce que je suis allé là-bas ? C'est qu'en juillet, en fait, BMW est passé première marque en termes de vente de voitures électriques en Europe devant Tesla. Ce qui est très impressionnant, parce que Tesla, évidemment, que c'est le leader. Voilà, ils font encore. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs véhicules électriques aujourd'hui. En tout cas, pendant très longtemps, c'était les meilleurs, voire les seules très bonnes voitures électriques qui permettaient de faire des longs trajets, des voitures qui étaient efficientes, etc. Là, maintenant, ils sont rattrapés par pas mal de constructeurs, dont BMW, ne serait-ce que sur la qualité des véhicules, BYD aussi, etc. Même, voilà, il reste toujours un petit peu, Tesla garde quand même une forme d'avance technologique. En tout cas, ils ont plus d'expérience là-dessus parce qu'ils sont partis dessus depuis très longtemps. Et BMW les a dépassés, du coup, en part en Europe. Et en fait, alors eux, c'est pas des nouveaux en termes de véhicules électriques, parce qu'il est sorti l'i3 en 2013 de mémoire, qui était une voiture électrique qui n'était pas si bon marché que ça, mais qui était de mémoire qui était entre 35 000 euros, etc. Donc encore une fois, une classe populaire, pas du tout, classe moyenne inférieure, pas du tout.
Il y a une partie des classes moyennes, notamment quand le bonus écologique était à 7 000 euros, qui ont pu faire un petit emprunt, etc., pour l'avoir et tout. Donc c'est pas, ils viennent pas de nulle part. En revanche, ils ont une politique qui est très importante sur l'électromobilité, pas seulement sur les voitures, mais également sur les deux roues. Et moi, en fait, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que c'était qu'un constructeur historique, comme Mercedes, comme Peugeot, comme Renault, comme Citroën, qui lui, en fait, va dans un changement de technologie. Quand tous ces constructeurs se sont constitués, en fait, ils se sont constitués pour faire des voitures thermiques. Ils ne sont pas constitués pour faire des voitures. Ils sont pas constitués pour faire ils sont constitués pour faire des voitures thermiques. Donc, depuis des décennies, ils ont cette réflexion-là. Comment, en fait, une marque historique fait sa transition? Donc, quand j'étais dans l'usine à Munich, c'est sûr, ils sont en train d'abattre la moitié de l'usine pour pouvoir en construire une autre en hauteur. Et dans cette usine à Munich, en 2027, il n'y aura que des véhicules électriques assemblés. Ils ont donc j'ai visité aussi le BCC, donc Battery Cell quelque chose. Tu l'as le truc, là, tu tapes BCC, ouais, c'est par là. Voilà, là. Battery Cell Competence Center. En gros, c'est l'endroit en fait où ils conçoivent les cellules des batteries. Donc les cellules, c'est ce qu'il y a pour aller vite dans une batterie. Et c'est dans ces cellules-là que l'électricité circule en fait. Des anodes aux cathodes et des cathodes aux anodes quand on décharge, recharge, bref, peu importe. Et eux, en fait, ils ne construisent pas ces cellules, ils ne construisent pas aujourd'hui leurs batteries. En revanche, ils conçoivent leurs cellules pour que ce soit totalement adapté à leur véhicule. Et après, ils font construire ces cellules dans 2 usines. Avant, c'était 3, il y en avait une aussi en Suède, mais dans 2 usines en Hongrie, qui sont des usines de chinoises d'ailleurs, qui se sont installées en Hongrie. Et après, à partir de 2027, donc dans une ville qui s'appelle Irlbach. J'ai dit au gars de BMW, je vais dire Irlbach, en fait, parce que je n'arrive pas à le dire. En plus, il y a une autre ville à côté, donc bref. Voilà, peu importe, c'est pas du tout pour ça. On espère qu'il ne nous regarde pas ce midi. Non, ça va. Non, en plus, ça l'a fait rigoler. Donc, du coup, je pense que l'accent français, ça fait rigoler un peu tout le monde. Donc, voilà. Voilà. Et là, ils vont carrément prendre toutes ces cellules qui auront été construites ailleurs et ils vont construire la batterie eux-mêmes. Et ça ira. Donc là, en fait, ils auront quasiment toute la chaîne. Parce que j'ai même aussi été voir donc leur usine de réflexion sur le recyclage des voitures, où ils démontent toutes leurs bagnoles. J'ai fait péter des airbags, je sais pas à quoi ça servait, mais ils voulaient que je fasse ça. Donc du coup, je leur ai fait plaisir à eux plus qu'à moi. Ils enlèvent la batterie, ils percent la voiture par le dessous pour prendre la vidange, etc., pour tout recycler. Et en fait, ils voient comment recycler au maximum toutes les voitures. En fait, ils réfléchissent à ça. C'était super intéressant aussi. Mais ça, c'est un article que j'écrirai je pense pour décembre, parce que ça, pour BM, là, c'est bombardé. Là, on va pas non plus, voilà, c'est pas des pages de pub, hein, c'est que de l'éditorial. Là, donc, du coup, on va quand même espacer les trucs. Et voilà. Et l'idée, c'était un petit peu de voir comment eux, en fait, ils passaient dans cette transformation, comment ils opéraient cette transition à construire, à assembler, à même penser encore des véhicules thermiques et hybrides, mais qu'ils accélèrent sur l'électrique et qu'en plus, ça fonctionne et que leurs véhicules premium, hein, donc là on parle vraiment de véhicules parfois à 60, 70 000, 80 000, 110 000 euros pour certains modèles, donc là-dessus on va pas, mais qui sont dans leur segment excellent. Enfin, c'est l'excellence en fait en termes de voiture. Donc l'idée c'était de raconter un petit peu ça, de rencontrer ces gens-là qui ont pensé cette transition et qui pensent cette transition. Merci beaucoup Damien encore d'avoir été avec nous. Merci à toi, à très bientôt tout le monde. Et salut tout le monde.